La 4e République en marche, Malikoura Tassira 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à la tribune d'expression réservée aux membres du gouvernement. Malikoura Tassira 2 qui a donc installé ses quartiers ici au Musée national pour donner la parole aux membres du gouvernement pour nous expliquer les différents programmes, ceux en perspective et ceux déjà en cours. À la tribune ce soir, Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, Dr Fassoum Coulibaly. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Madame Bathily. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Et pour les questions, je suis avec mon confrère Ousmane Mohamed Touré du journal Le Point. Bonsoir, confrère. Bonsoir, confrère. Le département du travail et de la fonction publique prépare et met en œuvre la politique nationale dans les domaines du travail, de la fonction publique et du dialogue social. Il élabore la législation du travail, la politique salariale de l'État, la détermination des règles de la représentativité des organisations syndicales, la gestion du personnel relevant du statut général. À noter également la gestion des conflits avec la relation entre l'État et les syndicats. Alors, Monsieur le ministre, voilà une brève présentation de votre département. Quelles sont les autres missions assignées au ministère du Travail et de la Fonction publique qui ne ressortent pas forcément dans cette présentation? Merci bien, Madame Bathily. Vous avez fait une présentation assez exhaustive qui retrace un peu l'article 15 du décret qui fixe les attributions des membres du gouvernement, qui reprend en termes presque exacts ce que vous avez dit. Et effectivement, ce ministère, comme vous l'avez dit, est un ministère transversal. Au-delà du travail de la fonction publique, le dialogue social a un aspect transversal, dans la mesure où il s'agit des questions qui intéressent les relations de travail entre l'État et ses fonctionnaires, entre les employeurs privés et leurs travailleurs, et la gestion des conflits dans ces différents secteurs ressort également de notre compétence. Pour compléter ce que vous avez dit. D'accord. Alors nous constatons ces derniers temps un apaisement du climat social. Le pacte de stabilité sociale oblige. Que dit ce pacte concrètement? Merci bien, Mme Bathily. Le pacte de stabilité sociale est un document fédérateur. C'est un document de gouvernance à notre disposition que nous avons pu négocier avec les partenaires sociaux depuis l'adoption des recommandations de la conférence sociale qui s'est tenue du 17 au 22 octobre 2022. Et les recommandations, il y en a eu 339, parmi lesquelles il y avait effectivement la négociation d'un pacte de stabilité sociale avec les partenaires sociaux. Et ce pacte, il a été négocié âprement pendant des mois. C'est un produit made in Mali. Ce n'est pas des consultants extérieurs qui l'ont élaboré, ce sont des techniciens maliens qui ont élaboré ce document. Et ce document, son objectif essentiel, pour être précis, c'est œuvrer à l'instauration d'un climat social favorable, donc à l'instauration d'un climat social favorable au développement économique et social de notre pays et à la relance du Mali. Alors, quels sont les acteurs qui ont pris l'engagement par rapport à ce pacte social? Quelles sont les garanties à ce niveau? Le pacte social est un document tripartite. Tripartite, gouvernement, employeur, travailleurs. Et il a été bâti, comme je l'ai dit, sur les attentes des partis. Les employeurs ont exprimé leurs attentes, le gouvernement a exprimé ses attentes, les travailleurs ont exprimé leurs attentes. C'est l'ensemble de ces attentes qui ont été formulées sur la base d'un document qu'on appelle le pacte. Et dans ce pacte-là, l'objectif majeur, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'apaisement du climat social pour qu'on puisse aller à un développement économique et social de notre pays, en vue de la réalisation de la justice sociale et un travail décent pour les masses laborieuses. Et ce pacte contient des engagements. Donc la garantie, c'est que les partis se sont engagés et les partis doivent respecter leurs engagements. Donc il s'agit bien d'un contrat social. Il n'y a pas question que l'une des parties déroge à la règle? Il s'agit bien d'une question de responsabilité partagée. Comme on parle de responsabilité partagée, quand vous vous engagez, vous devez respecter votre engagement et vous ne devez pas y déroger. Mais dans le pacte, il y a un dispositif qu'on appelle la révision du pacte. Dans la mise en œuvre, s'il y a des difficultés, les partis ont le libre arbitre de recourir donc à ce dispositif de révision qui va permettre aux partis de s'asseoir, de discuter les propositions de modification qui vont être proposées par la partie qui estime que ces aspects doivent être revus. D'accord. Touré? Oui,
quand on remarque le pacte de stabilité, on voit une foultitude de signatures. Et cela veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas pour juste calmer les symptômes, mais vraiment, réellement de guérir ce qui est dans l'aspect du ministère de la fonction publique. Merci, M. Touré. Effectivement, notre objectif, c'est cela. Il s'agit vraiment de soigner le mal, de le soigner en profondeur, en privilégiant la concertation dans l'entreprise, dans les services publics, sur la confrontation. La confrontation ne doit pas être la règle en matière de dialogue social. C'est la concertation qui doit être la règle. Et le pacte met l'accent sur la concertation. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a une foultitude de signatures. D'abord, c'est la première fois d'ailleurs que vous verrez dans un pacte que le ministre des Finances signe le pacte. Le Premier ministre signe, les centrales signent, et il y a pratiquement la majorité des syndicats libres et autonomes qui ont signé le pacte. C'est peut-être une première en Afrique, et vous verrez rarement ça. Ça veut dire que toutes les parties au pacte se sont engagées à faire du Mali, effectivement, ce que nous voulons. Donc ça revient pratiquement au fait que le Mali, pays de tradition, chacun respectera sa parole donnée. Oui, c'est absolument cela. Lorsque vous vous engagez, vous devez respecter votre engagement. D'ailleurs, si on regarde la base juridique dans le Code des obligations du Mali, vous verrez à l'article 77 qui est clairement dit que les conventions légalement formées tiennent les de loi à ce qu'ils les ont faites. Donc ça veut dire que si vous vous engagez, ça veut dire que vous devez respecter votre engagement. Et votre engagement devient force de loi pour vous. Et d'ailleurs, c'est notre Code des obligations qui le dit précisément. Et donc, nous pensons sincèrement que toutes les parties vont respecter leur engagement. Alors, beaucoup de règles bien définies ici, avec beaucoup de signatures, comme il l'a dit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un début d'application de ce pacte? Bien sûr, vous constaterez, et peut-être vous l'aurez constaté, que depuis la signature du pacte le 25 août 2023, sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, que le front social s'est considérablement apaisé. Vous constaterez qu'il y a très peu de préavis de grève qui sortent maintenant. Ça veut dire que les acteurs ont compris le sens du pacte et que tout le monde est engagé à respecter cet engagement-là. Donc, on met de l'avant la concertation et non la confrontation. Et parmi les réalisations, on a noté la négociation de plus de 300 préavis de grève. Comment ça se passait? Alors, les 300 préavis de grève, c'est avant le pacte. C'était avant le pacte, c'est de la période 2019 à 2022, jusqu'à la conférence sociale qui s'est tenue, comme je l'ai tantôt rappelé, du 17 au 22 octobre. Et c'était pour éviter, ou en tout cas faire en sorte qu'on ait moins de préavis de grève après le pacte. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans cette logique. On n'a presque pas de préavis de grève. On a quelques préavis, mais on privilégie la négociation à l'interne, donc, mais pas les préavis de grève. Le pacte de stabilité va durer combien de temps? Le pacte est conclu pour une durée de 5 ans, avec un plan d'action 2023-2027 chiffré à 105 milliards 918 millions de francs CFA. Il est renouvelable? Il est renouvelable si les parties le souhaitent. Et si toutes les possibilités sont épuisées, quelle sera la stratégie adoptée pour calmer le front social? Le pacte en lui-même prévoit déjà qu'on puisse aller au renouvellement. Et avant le pacte, on avait une stratégie de pacification du climat social. Et cette stratégie, comme je l'ai tantôt dit, elle est fondée sur la prévention et la gestion. C'est-à-dire on met la prévention en avant, donc ça veut dire que les parties vont s'engager, que chaque fois qu'il y a des difficultés, donc ils vont s'entendre, ils vont discuter à l'interne. Et pour cela, on avait même demandé qu'il y ait la mise à place des comités syndicaux, des comités de dialogue social sectoriels dans les entreprises pour privilégier le dialogue social. Donc la grève n'est pas une fin en soi. La grève d'ailleurs, dans son fondement, elle n'est pas faite pour être utilisée. C'est juste une arme qu'on brandit pour faire peur. Mais on doit mettre en avant la concertation. D'accord. Vous allez revoir certaines choses comme la révision du droit syndical. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui va être revu à ce niveau? Alors, vous touchez aux recommandations de la conférence sociale qui ont été reprises dans le plan d'action du pacte de stabilité sociale, qui demande un certain nombre de réformes nécessaires pour, en tout cas, contribuer à la réalisation des objectifs du pacte. Et parmi cela, il y a la révision du droit syndical. La révision du droit syndical touche à la fois au service minimum en cas de grève dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc, ça touche au service essentiel, ça touche effectivement même à la procédure de création des organisations
syndicale. Donc, ces aspects vont être revus dans le Code du travail et dans le statut général de la fonction publique. Pour l'apaisement du climat social, l'État s'est engagé à redonner les droits de certains travailleurs compressés au niveau de UCOMA et d'autres usines de production. Qu'en est-il exactement? Vous êtes à quel stade par rapport à cet engagement? Alors, au niveau des compressés et des sociétés d'État aujourd'hui, les droits sont presque totalement payés. On avait 5 sociétés, il y avait UCOMA, il y avait Comatex, il y avait Simecma, il y avait l'hôtel Azalaï. Et aujourd'hui, il reste très peu de personnes qui n'ont pas été payées sur ce compressé, ce qui fait un effort financier pour l'État, à peu près 5 milliards et quelques que l'État a payé pour pouvoir éponger effectivement les droits de ces travailleurs compressés. Alors, êtes-vous parvenu à un accord avec les partenaires sociaux et sur quoi porte cet accord? Il s'agit bien de ce document que vous avez en main et pour lequel nous tenons beaucoup parce que ce pacte, il est fédérateur. Il est fédérateur en ce sens que c'est un document unique qui permet de stabiliser le front social, qui permet à l'État d'aller vers le développement économique et social souhaité, qui permet de réaliser la justice sociale pour laquelle nous rêvons tous. Donc, cet accord, nous l'avons obtenu et c'est le moment ici de saluer les partenaires sociaux pour l'essence du patriotisme, parce que réaliser un pacte, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et ils ont laissé une partie de leurs droits, une partie de leurs droits. Le droit de grève est un droit constitutionnel qui est consacré dans nos différentes constitutions, même celle du 22 juillet 2023, donc qui consacre également le droit de grève. Mais aller à un pacte avec une trêve de 5 ans, ça veut dire qu'on renonce donc à un droit. Et ça mérite d'être salué. Ça mérite d'être salué, ça mérite d'être remercié. Et je remercie ici, c'est l'occasion de le faire, de remercier l'ensemble des partenaires sociaux du Mali pour leur engagement. Vous êtes enseignant, vous savez très bien, je ne vous apprends pas que la répétition est pédagogique. Revenir sur le pacte, c'est vrai qu'on a le pacte sous nos yeux comme ça, mais le contenu est tout autre. Sans entrer dans les détails, qu'est-ce qu'on peut retenir comme engagement du gouvernement, comme engagement des partenaires? Alors, si on prend le pacte, on a un engagement triptyque. Triptyque, ça veut dire que chaque partie s'est engagée. Si vous prenez l'État, les engagements du gouvernement, d'abord, c'était de réaliser le pacte. Ça a été fait. C'est de créer le Conseil national du dialogue social. On a pris le décret de création du Conseil national du dialogue social le 17 août 2023 par un décret. Et c'est organiser les élections professionnelles de représentativité des organisations syndicales. Et nous sommes avancés là-dessus parce que c'est la première. Nous avons commencé l'organisation des élections professionnelles. Le processus a commencé depuis 2005, bien avant, 98 pour être précis. Et on n'avait pas pu s'entendre pour avoir un seuil de représentativité. La semaine dernière, tout près à Ségou, lors d'un atelier tripartite, les partis ont pu convenir d'un seuil de représentativité, ce qui va nous permettre d'avancer très rapidement sur l'organisation des élections professionnelles, entre autres. Il y a aussi l'élaboration d'une politique salariale de l'État, la création d'un cadre permanent de négociations salariales, entre autres. Donc, on va moderniser le Code du travail et le statut général. Voilà, sans citer l'ensemble des engagements de l'État, quelques engagements phares que je viens de citer. S'agissant du secteur privé, le secteur privé s'est engagé à moderniser l'outil de production, donc à aller vers une plus grande productivité pour le bien-être de nos populations, à négocier les conventions collectives de travail dans les différents secteurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives comme le secteur des télécommunications, des ONG, l'enseignement privé, entre autres. Quand vous prenez les engagements des partenaires sociaux, ils reviennent sur le principe de la liberté syndicale. Donc le respect de la liberté syndicale qui est un principe constitutionnel qui s'impose à l'ensemble des acteurs. Mais aussi, ils s'engagent effectivement à protéger l'outil de production, donc à respecter le droit de grève, à respecter le service minimum. Donc tout ce qui est nécessaire pour que l'entreprise puisse bien produire et que la population puisse en bénéficier. Voilà, sans aller dans les détails, les engagements que vous retrouverez donc dans le pacte. D'accord. On va parler de ces réformes maintenant. Plusieurs réformes qui sont donc notées au niveau du département du travail et de la fonction publique. Dans le domaine du travail, il y a ce code de travail qui a connu une modification. Je vais passer la parole à Touré. Effectivement, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que tout est basé, le socle du ministère de la fonction publique, c'est sur la refondation.
J'ai l'impression que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective réelle d'une refonte même de la chose de l'État. L'État doit être crédible. Mais on parle d'harmonisation des salaires. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est une revendication syndicale. Il y avait des disparités dans la grille salariale de la fonction publique, d'un corps à un autre en fonction des statuts. Vous avez le statut général et vous avez le statut autonome. Donc, les indices planchers et plafonds étaient différents. Donc, quand vous naviguez dans une grille d'un statut autonome, vous avez que l'indice plancher était différent de l'indice plancher de la fonction publique, l'indice plafond était différent de l'indice plafond de la fonction publique. Donc, on a dit, puisque effectivement, souvent, c'est les mêmes formations de base, soit à l'ENSUP, à l'ENA, donc il faudrait bien que pour des gens qui exercent dans les mêmes emplois, les mêmes catégories de travail, il faudrait bien que la rémunération puisse être égale. Donc, c'est ce qui a amené l'harmonisation de la grille salariale. Et aujourd'hui, toutes les grilles salariales, que ce soit le statut autonome et le statut général, nous avons le même plancher, le même plafond. Et ça a coûté à l'État 204 milliards de francs CFA. Et quel changement on note au niveau de la grille salariale? Le changement, c'est l'augmentation, pour ne pas dire, des salaires. Quand les indices changent à l'intérieur de la grille, forcément, le salaire change. Ça a quand même été noté à l'époque. L'ordonnance de 2021, de juillet 2021. Donc, quand vous regardez la grille de la fonction publique, c'est l'indice plancher de 376 avec un plafond de 1382 points. Et donc, à l'intérieur, vous avez forcément des différentiels de salaire qui vont profiter aux travailleurs. Alors, l'on note l'élaboration aussi d'une politique nationale de sécurité et santé au travail. Qu'est-ce que nous pouvons noter comme amélioration à ce niveau aussi? Merci bien. La politique nationale de santé et sécurité que nous appelons PNSST est un document assez important parce que le Mali a ratifié ce qu'on appelle la Convention 155 de l'OIT sur la santé et sécurité au travail. Et dans cette convention, lorsque vous la ratifiez, il est dit dans cette convention que tous les États qui ratifient cette convention doivent mettre en place une politique nationale de santé et sécurité pour protéger les travailleurs contre les risques professionnels en milieu de travail, que ce soit dans les entreprises ou dans la fonction publique. Et donc, c'est en application de cette convention que nous avions effectivement, avec la technique du BIT, élaboré un document de politique nationale de santé et sécurité qui a été soumis en réunion interministérielle au mois de juillet passé et qui est dans le circuit d'adoption du gouvernement qui sera très prochainement adopté en Conseil des ministres. C'est la couverture sociale qui est revue? C'est la protection contre les risques professionnels, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc ça veut dire que si vous êtes dans l'entreprise, ici tout simplement vous pouvez trébucher et tomber. On va dire que votre pied va se casser, on va dire que vous avez fait un accident de travail. Et donc comment la prise en charge va se faire? Donc avec les caisses de sécurité sociale, l'INPS, la CMSS. Donc la politique va avoir un ensemble d'outils qui va nous permettre effectivement de faire face à ces questions-là. Elle existait ou bien c'est une création? C'est une création, elle n'existait pas, c'est en application de la 155. D'accord. Ousmane? Bon, moi je vais aller dans le sens du fait que nous sommes à la veille des concours. Et nous sommes dans un pays où il y a même des gens qui refusent de se présenter au concours. De facto, il y a des gens qui pensent que c'est déjà joué. Qu'est-ce que le ministre de la fonction publique peut nous garantir aujourd'hui pour nous dire qu'il n'y aura plus ce qui se faisait avant, pour qu'enfin des gens aient de l'espoir dans ce pays? Vous avez dit un concours. Un concours, c'est une compétition. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de fraude. C'est-à-dire ceux qui vont arriver devant, c'est ceux qui vont être pris. Donc, c'est l'équité, la justice sociale, la transparence. C'est-à-dire quand on parle de concours déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrangement. Mais dans ce pays, les mots sont biaisés. Ce n'est pas vous. Il y a eu des précédents dans ce pays où les concours ipso facto étaient actés pour des gens qui vont avoir le... Mais que rassurez-vous aujourd'hui dans cette perspective de refondation, dans cette opportunité dans notre pays aujourd'hui, de clarifier les gens et d'expliquer le concours dont vous venez de parler? Alors, pourtant, quand le concours a été lancé, j'avais fait une interview dans l'Essor où j'avais clairement dit que ce concours est placé sous le sceau de la justice sociale, de l'équité et de la transparence. Ces triptyques, nous allons les respecter. C'est pour rassurer les parents des candidats qu'ils n'ont qu'à préparer, les enfants n'ont qu'à préparer le concours, que chacun passera en fonction de sa compétence. C'est une assurance que je donne ici. Oui, c'est une assurance que moi je fais comme question de journaliste. Hein. Voilà. Ce n'est pas moi. Voilà. Mais juste pour vous dire qu'il y a de la désespérance dans ce pays.
Et j'aimerais une fois de plus, dans cette perspective de refonte de l'État, de confiance dans ce confusionnisme qui a existé dans notre pays où les gens doutent de l'État. Et quand un ministre de la fonction publique nous dit ça, c'est de l'espoir, je pense. D'accord, tout à fait. Alors, c'est rassurant. Dans le cadre, en tout cas, il y a un léger mieux. Dans le cadre des concours d'entrée dans la fonction publique, on compte 869 nouveaux fonctionnaires au compte de 2022. Est-ce que vous allez revoir ce chiffre à la hausse, puisque le besoin est là tout de même? Merci bien. Pour le concours de cette année, on a prévu le recrutement de 1564 fonctionnaires, nouveaux fonctionnaires, dans le cadre général, mais aussi pour les corps de l'ENA, de la nouvelle ENA. Le tout regroupé fait 1564 recrutements pour 2023. Donc, on double presque l'effectif de 2022. Donc, ça veut dire que l'État a fait un effort, en tout cas pour réduire le chômage. Donc, il faut remercier le chef de l'État pour cet effort extraordinaire, ce qui n'était pas évident. Mais il n'y a pas, toutes les filières ne figurent pas. Souvent, les gens font des formations. Il n'y a jamais de concours de la fonction publique dans ce sens. Est-ce que l'État songe à revoir cet aspect-là? Alors, il y a un fond qu'il faut expliquer à ce niveau, que les jeunes diplômés ne comprennent pas. Vous savez, l'État fonctionne sur des besoins. C'est ce qu'on appelle les besoins des services. Le ministère des Finances va dire j'ai besoin de tel nombre de contrôleurs des finances, de tel nombre d'inspecteurs des finances. Les besoins passent par les directions des ressources humaines. Et les besoins nous arrivent. Nous, simplement, nous traitons les besoins. Mais nous ne faisons pas les besoins. Le ministère de la fonction publique ne fait pas les besoins. Et donc, les recrutements se font sur la base des besoins exprimés par les services. Si vous êtes allé faire une formation à l'extérieur dont le besoin n'a pas été exprimé par un département ministériel, vous comprendrez aisément que dans le communiqué du concours, que cette spécialité ne viendra pas. C'est juste l'explication qu'on donne aux jeunes diplômés pour qu'ils comprennent. Ce n'est pas un refus de l'État de penser à eux, non, mais les recrutements sont faits en fonction des besoins des services. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas communiquer à ce niveau? Parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Alors, c'est une occasion que vous m'offrez de communiquer là-dessus. Je vous remercie pour cette occasion. Il faut en créer d'autres, hein, on peut en créer d'autres. D'accord. Donc, nous sommes à quel stade par rapport à l'intégration des contractuels de l'administration de l'État au niveau de la fonction publique? Alors, l'intégration des contractuels est un processus qui a commencé en 2010. Et ce processus va continuer jusqu'à l'extinction des catégories A, B et C des contractuels dans le statut général. Donc, nous continuons chaque année en fonction des demandes qui nous sont adressées. Donc, on fait soit les tests de contrôle ou les tests d'aptitude pour intégrer les personnes. Et il y a juste une semaine, nous avons déjà transmis des dossiers au SGG concernant ces intégrations-là. D'accord. Vous avez un programme ambitieux, c'est l'élimination du travail des enfants. Comment vous allez y parvenir? Comment ça va s'opérer? Merci bien, Mme Bathily. Le travail des enfants est un phénomène assez important pour lequel nous sommes engagés à l'éliminer. Pourquoi? Parce que nous avons ratifié 2 conventions essentielles de l'OIT. La Convention 138 sur l'élimination d'admission à l'emploi et la 182 sur les pires formes de travail des enfants. Et en s'engageant, nous avons mis en place en 2010 un plan décennal 2010-2020 de lutte contre le travail des enfants. Ce plan qu'on appelle PANETEM 1, donc effectivement est expiré, il a été évalué, et ce qui nous amène aujourd'hui à l'élaboration d'un PANETEM 2. Et ce PANETEM 2 a fait l'objet d'un atelier, et ce projet aussi sera incessamment soumis au Conseil supérieur du travail pour examen avant d'être introduit dans le circuit d'adoption du gouvernement. Et ce PANETEM 2 va aller au fond des choses, parce que la première phase du PANETEM s'est attaquée au mal. Maintenant, comme il a dit, nous allons vraiment guérir le mal, faire en sorte que les pires formes de travail des enfants puissent disparaître pour le grand bien des enfants du Mali. D'accord. Alors, vous envisagez aussi l'organisation des élections professionnelles, représentatives des syndicats. Ça veut dire concrètement quoi et comment ça va se passer là aussi? Merci bien. L'organisation des élections professionnelles, c'est une demande des partenaires sociaux depuis longtemps. Comme je l'ai dit tantôt, depuis 2005, nous avons lancé ce processus. En fait, c'est la question de la représentativité des organisations syndicales. Lorsque nous prenons les centrales syndicales sont représentées dans les différents organes de dialogue social, que ce soit le Conseil économique social, le Conseil d'administration des organes personnalisés. Et pour cela,
on a besoin, et dans la législation, il est dit les organisations syndicales les plus représentatives. Mais la représentativité ne se présume pas. Elle se mesure, elle se pèse. Et donc, pour mesurer, pour peser, il faut aller aux élections. Donc, l'objectif des élections, c'est de dire qui est représentatif, qui peut parler au nom des travailleurs. Donc, c'est pourquoi nous voulons, et avec l'accord des organisations syndicales, comme nous l'avons dit, à Ségou la semaine dernière, à la suite d'un atelier tenu les 5, 6 et 7 décembre dernier à Ségou, on a pu s'entendre déjà sur un projet d'arrêté qui va fixer les règles et les modalités d'organisation de cette élection, qui était la chose la plus difficile, parvenir à un seuil de représentativité lors des élections. Donc, un pourcentage de suffrages exprimés qui, lorsque les organisations syndicales qui vont l'atteindre vont être considérées comme représentatifs à l'issue des élections et ils vont être déclarés représentatifs par un arrêté du ministre du Travail. D'accord. Touré? Mais ça, quand même, ça me donne des clichés, parce que est-ce que c'est le rôle de l'État, par exemple, de régler cela? Ah oui, c'est absolument le rôle de l'État. Lorsque vous lisez les attributions spécifiques des départements ministériels, c'est clairement dit là-dedans. À l'article 15, Mme Bathily l'a rappelé tantôt au début de l'interview, qu'effectivement, il y a la question des élections professionnelles. Donc, il est de la responsabilité du gouvernement d'organiser ces élections professionnelles-là. D'accord. En termes de perspective, Monsieur le ministre, quelles sont vos projections? Alors, notre projection, vous avez le pacte en main, parce que le pacte est un processus qui va se dérouler sur 5 ans. Donc, la plus grande perspective, c'est d'abord la mise en œuvre du pacte. Et quand vous lirez le plan d'action, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'actions. Il y a 130 activités programmées sur 5 ans. Et dans les différents domaines, le dialogue social, la liberté syndicale, la politique salariale, la santé et sécurité au travail, la promotion du secteur privé. Et donc, c'est sur ces 5 pas que nous allons effectivement mettre le pacte de stabilité sociale en œuvre avec l'accompagnement donc de l'ensemble des acteurs qui l'ont signé. Le pacte de stabilité sociale qui vous tient à cœur, il y a d'autres réformes. Quelles sont ces réformes auxquelles vous allez vous attaquer tout à l'heure? Alors, la réforme la plus importante qui est comprise dans les actions du pacte, c'est bien, nous allons moderniser le statut de la fonction publique. C'est un statut qui n'est pas vieux, mais qui a besoin effectivement qu'on change un certain nombre de choses. Par exemple, le système de notation des fonctionnaires. Donc, on veut effectivement aller sur le mode du secteur privé, où on va aller sur l'évaluation des performances. Je vous ai parlé du code du travail, où on va effectivement revoir le droit syndical, où on va revoir un certain nombre de choses dans le code du travail qui vont nous permettre d'avoir un code plus flexible, donc propice à la création d'emplois et au respect de la liberté syndicale. Nous allons élaborer un plan de formation, un plan national de formation, parce que c'est nécessaire. Il faut plus que les formations se fassent sur le tas. Il faut que l'État puisse avoir un document fédérateur qui va permettre au département ministériel de s'axer sur ce document pour envoyer les agents en formation. On va avoir un plan de recrutement. Donc il y a un plan national qui va être élaboré, qui va être élaboré en perspective, qui va être élaboré. Donc ça, c'est les perspectives que nous avons au niveau du département. Mais il y a aussi le Conseil national du dialogue social qui va être opérationnalisé. Nous l'avons créé, mais il n'est pas encore opérationnel. Quand il va être opérationnalisé, parce que c'est un outil qui va aussi aider la mise en œuvre du pacte, parce que ça va être un instrument de prévention donc des conflits qui vont naître éventuellement. D'accord, on va faire un petit retour. On a déjà fini avec les perspectives. Il existe désormais de nouvelles conventions collectives pour couvrir les secteurs des ONG et de l'enseignement privé. Pourquoi de nouvelles conventions pour ces secteurs? Alors, ces secteurs n'ont pas de convention collective de travail. C'est pourquoi on veut, dans la perspective, on veut avoir des conventions pour ces secteurs-là. Lorsque vous regardez l'enseignement privé aujourd'hui au Mali, vous avez tellement d'écoles privées, mais il n'y a pas de base de rémunération. Il n'y a pas de base de rémunération. Les rémunérations sont données en fonction des moyens de chaque école. Or, si on a une convention collective, ça veut dire qu'on va fixer une grille salariale qui va traiter donc les personnels qui occupent les mêmes emplois, qui vont avoir les mêmes rémunérations. Et ça va permettre vraiment d'encadrer le secteur. Ça, c'est les ONG, c'est la même chose. Le secteur des télécommunications. On a beaucoup de secteurs où on a vraiment besoin d'avoir des conventions collectives de travail. C'est pourquoi nous les inscrivons aussi en perspective. Monsieur le ministre, quel est ce message d'assurance que vous avez à l'endroit des jeunes qui aspirent à être dans la fonction publique aujourd'hui? Quel est ce message d'espoir que vous leur adressez?
Merci bien, Mme Bachili. Les mesures d'espoir, je vais revenir là-dessus. Je voudrais rassurer les candidats que ce concours sera un concours transparent, qu'ils peuvent aller apprendre leurs leçons et compter sur leurs propres forces. Que l'image que les gens ont des concours, ce n'est pas ça. Ce concours, ce ne sera pas celui-là. Ce sera le concours de la transparence, de l'équité et de la justice sociale. Comme veut Malikoura? Pour le Malikoura et pour la refondation de l'État. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Merci bien à vous. Merci, Ousmane Mohamed Touré, pour l'accompagnement. C'est donc tout pour ce numéro de Malikoura Tassira 2 avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, Dr Fassoum Coulibaly. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.